Merci Madame la Présidente de m'avoir fait monter sur le pupitre. C'est un grand honneur d'être ici. Je voudrais remercier tous les membres de la société. Il faut toujours remercier le président, le secrétaire général, le président du comité scientifique. Zohair, il ne faut plus le remercier, on le remercie trop. Mais je voudrais avoir une mention spéciale pour une personne réellement. À la limite, il faudrait qu'on l'applaudisse parce que 6 mois de travail pour monter là où nous sommes aujourd'hui, c'est le professeur Nedi Amhiri qui fait un travail colossal. Vraiment, et elle le mérite amplement. J'ai aussi le grand honneur de parler parmi les 2 fines fleurs de la pneumologie maghrébine. Donc je vais avoir beaucoup de problèmes, non pas à m'imposer, mais à suivre le rythme avec le flot de connaissances qu'elles nous ont donné. Moi, je vais être plutôt dans la simple réflexion parce que nos cerveaux ont été déjà bien remplis avec les 2 conférences qui sont passées. Donc, asthme sous biothérapie, rémission au contrôle. Alors, ce que j'ai compris de l'attente de la présidente de la commission scientifique et du comité scientifique, c'était la question suivante. Aujourd'hui, avons-nous les arguments nécessaires pour parler de rémission ou faut-il rester accroché au concept de contrôle? C'est un peu ça, je suppose. Donc je me suis dit, et pour répondre à la question, j'ai fait un peu ce qu'a fait UEM, je me suis dit, je vais voir le déroulé des définitions de l'asthme à travers les âges et quels sont les éléments qui sont restés tout le temps présents dans ces définitions. Quels sont les qualificatifs qui ont pu désigner cette pathologie qui sont tout le temps présents. Alors voilà les qualificatifs que j'ai trouvés présents: hétérogène, capricieuse, variable, imprévisible et chronique. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que lorsqu'on voit cette pathologie, on a une difficulté d'identifier un profil évolutif type. C'est pour ça que dans l'asthme léger que vous avez si bien présenté, le problème c'est qu'on ne sait pas si la légèreté est synonyme d'évolutivité. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème comportemental chez les asthmatiques. Et assez souvent quand on se coince dans l'asthme, je me rappelle s'Ibrahim disait toujours, il n'y a pas un asthme, il y a des asthmes. Donc vous voyez un peu que ce profil évolutif est très important à définir. Et je me suis dit, comment je pourrais définir le contrôle? Alors le contrôle, ça correspondrait à la maîtrise de la maladie obtenue par le traitement. Et la rémission, qu'est-ce que c'est? Ça correspondrait au maintien dans le temps du contrôle obtenu soit par l'évolution naturelle de la maladie, parce qu'il y a une prévisibilité, soit par l'effet du traitement, ou les 2 en même temps, parce que ça pourrait avoir un renforcement. Et puis, je me suis dit, comment on peut définir ce fameux contrôle? En 2005-2004, il y a eu l'étude GOLD qui a été menée par le feu Eric Bateman, et il avait démontré qu'on pouvait aboutir à un contrôle si on maintenait le traitement. Il avait situé 3 types de niveaux de contrôle, le total, je ne vais pas revenir sur les items de définition, le partiel et l'absence de contrôle. La rémission, maintenant, la rémission, c'est une valeur absolue, c'est une valeur divine, la rémission. Ce n'est pas une valeur médicale. Et la rémission, dans le contexte religieux chrétien, ça veut dire le pardon complet des péchés. Donc quand on est en rémission, c'est quelqu'un qui est lavé de tout péché. Et c'est un concept central de la théologie. Il existe chez nous, même dans notre religion, donc le faraj, c'est ça la rémission. Donc nous, est-ce qu'on est dans une rémission ou dans une trêve? Parce que c'est un problème, c'est ça la confusion des termes. Rémission, ça tape fort, mais la trêve, ça tape faible. Ce qu'on dit trêve, c'est qu'on va reprendre par la suite. Alors, on va définir l'absolu divin. Alors, comment on va le définir? C'est pas facile de le définir. Donc, on prend 6 critères, on a pris 6 items. Absence d'exacerbation, d'absentéisme, stabilité de la fonction, bon contrôle des symptômes, utilisation du traitement de secours. Et j'ai mis à part le thème qui n'existe pas dans le contrôle, c'est la réduction des corticoïdes oraux. Alors quand on essaye de voir un peu ces 2 éléments, on comprend l'iceberg de l'asthme. Si on est dans le contrôle, c'est pour contrôler quoi en fait? Les symptômes et l'exacerbation. Pour cela, c'est dans la ponctualité, parce que tous les scores de contrôle, c'est 1 semaine, 4 semaines. Et puis le traitement, vous le voyez, dominé par la corticoïde inhalée avec plus ou moins là-bas. Et maintenant, si on prend la rémission, vous voyez que la rémission plonge un peu plus bas
c'est qu'il y a en place un contrôle de l'inflammation, de l'hyperréactivité. On n'est pas dans la ponctualité, on est dans la durabilité, parce que ça doit faire plus que 12 mois. Et le traitement serait la biothérapie avec point d'interrogation. Et vous allez voir qu'on a parlé de rémission avant la biothérapie. Donc cette notion de rémission, en fait, a dégagé, si vous voulez, deux grandes rémissions. Une rémission clinique et une rémission complète. Bon, le terme rémission clinique, ça veut dire quoi en fait? Rémission clinique, s'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas ceci, la fonction est maintenue. Mais cette rémission clinique, c'est-à-dire le côté apparent de l'iceberg, c'est en fait un contrôle. Mais quand on parle de rémission complète, on est plus dans la rémission. Là, on touche le phénomène inflammatoire qui est plus contrôlé. Donc c'est pour ça que moi, à mon avis, je retiendrai plus la rémission clinique, la rémission complète que la rémission clinique. Et puis, je vous ai montré cet article pour les jeunes. Si vous voulez comprendre tout cela, il faut lire cet article-là. La rémission, qu'est-ce que c'est et comment pouvoir l'atteindre. Alors, vous voyez, c'est le malade avec son médecin, et les deux se posent la même question. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire rémission? Alors, rémission dans l'asthme, ce n'est pas du tout un concept. Hein. Il ne faut pas imaginer qu'on a changé de paradigme. On n'a rien changé du tout. C'est plutôt un objectif qui vise la maîtrise complète de la maladie dans le temps. Et d'ailleurs, la rémission spontanée fait partie de l'histoire naturelle de la maladie. Et vous allez voir qu'il y a eu des travaux antérieurs. Moi, je vous montre les travaux. C'est des travaux qui ont été faits pratiquement en Europe sur des cohortes importantes. En Suède, pendant 15 ans, on a suivi. Au Danemark, pendant 33 ans. Et j'étais étonné de voir qu'en Italie, on a suivi des asthmatiques pendant 70 ans, le dernier. C'est bizarroïde, mais ça doit être 3 générations de pneumologues. En fait, le taux de rémission, il varie en fonction, bien sûr, du lot de malades. Et on a trouvé que la rémission pouvait, si vous allez sans traitement biothérapique, c'est-à-dire uniquement avec les anciens traitements, entre 3 à 52%. Et puis, il est sorti en 2011 cette courbe qui a été faite par Thomas, qui a arrêté les choses en disant, en fait, voilà le type d'asthme. On a 90% des asthmes qui vont fluctuer et on a 10% qui vont évoluer vers la rémission, disons, complète. Et ils vont évoluer naturellement vers la rémission complète. Et puis, il y a eu ce registre des asthmes sévères. C'est ce qu'on appelle l'ISAR, c'est l'International Registre des asthmes sévères, qui a dit la chose suivante. La rémission clinique est reconnue depuis longtemps, et surtout liée à la variabilité et l'imprévisibilité de la maladie, mais elle est renforcée. Donc, en fait, la biothérapie ou les traitements ne font que renforcer un état peut-être génétique ou de réponse ou de perception, grâce à l'introduction des biothérapies, parce qu'il fallait dire quelque chose sur les biothérapies. Et puis, il a ajouté une chose en plus. Il existe des preuves avec forte conviction qu'il faudrait des traitements à long terme, tels que les médicaments biologiques, qui pourraient, dans certains cas, atteindre, si vous voulez, cet objectif de rémission. Mais regardez, dans l'asthme, c'est la maladie qui a l'arsenal thérapeutique le plus fort, hein, parce qu'on a des moyens thérapeutiques dans l'asthme qui n'existent pas dans la BPCO et qui n'existent absolument pas dans toutes les maladies pulmonaires. Quand on prend le premier temps, c'est-à-dire le temps de 1970, c'est toujours concordant avec des avènements thérapeutiques, des innovations thérapeutiques. Il y a eu les sprays, il y a eu la crise, et à ce moment-là, on parlait de gestion de crise. Et puis on va se déplacer dans le temps. On va se déplacer en 2005, il y a eu l'étude Gall, et vous voyez avec l'étude Gall, il y a eu le GINA, qui est apparu presque pendant cette période, il y a eu les corticoïdes inhalés, et on parle de symptômes, de remodelage, de contrôle. Et puis, nous sommes en 2019, parce qu'on a attendu, la première biothérapie est née en 2003, mais on a attendu qu'arrivent les autres en 2014. Donc on a attendu 5 ans, tout est en place, il n'y a pas d'effet secondaire, et on a commencé à parler de rémission, et on a mis en place la biothérapie. Et bien sûr, la prochaine étape, c'est pour le contrôle de l'inflammation et de l'hyperactivité, et la prochaine étape, c'est la guérison de l'asthme. Et vous voyez un peu ici, je vais vous montrer le cut-off, c'est un virage qui a été amorcé déjà en 2000, et ce virage-là, grâce aux autres, a permis d'installer cette idée de rémission. Mais ce repositionnement de l'objectif thérapeutique ne doit pas nous faire oublier quelque chose. Nous, quand on a un asthme sévère auquel on prédit ce type de thérapeutique, de biothérapie, la priorité, ce n'est pas la rémission. La priorité, c'est le contrôle. Le plus, c'est la rémission. Parce qu'en fait, ces malades dits asthme sévère,
qu'on connaissait avant, mais qu'on a connu encore mieux parce qu'à partir des années 2000, on avait à nos dispositions un arsenal thérapeutique qui nous permettait de sélectionner les non-répondants. En fait, c'est des non-répondants au traitement. Et ces non-répondants au traitement, on leur a trouvé par la suite une biothérapie qui peut le contrôler parce qu'on a agi sur l'inflammation cytokinique. Donc là, ils se sentaient beaucoup mieux. Mais ça ne veut pas dire que la biothérapie va couvrir tous les asthmes sévères, parce qu'il y a des échecs au traitement aussi. Alors, voilà la problématique. Maintenant qu'on a dit tout ça, il y a quand même un problème. Est-ce que la biothérapie est un outil thérapeutique suffisamment efficace pour assurer à elle seule l'atteinte de l'objectif? Point d'interrogation. Peut-être qu'il faut avoir un terrain de prédisposition préalable, aussi un environnement de prédisposition. Est-elle destinée pour tous les types d'asthme? C'est la question qu'a posée Wilhelm tout à l'heure. Et puis, avons-nous suffisamment de recul, d'études cliniques, de suivi pour y croire? Le terme de croyance n'est pas bon, hein. Il veut dire pour être convaincu. Sommes-nous en droit d'impliquer le patient? Si vous avez un patient, vous mettez sous biothérapie, vous allez dire, monsieur, au bout de 2 ans, vous allez avoir une rémission, c'est s'avancer un peu trop. Il y a eu un argumentaire qui est sorti, cet argumentaire est sorti dans l'ARJ, qui dit la chose suivante: on a observé des réponses significatives chez certaines personnes qui avaient des asthmes sévères et qui en même temps prenaient de la biothérapie. Et on a commencé, bien sûr, pour vraiment faire le buzz, à dire il y a des super répondeurs et on a fait un modèle de super répondeurs. Et ce modèle-là, on l'a basé sur des critères majeurs, c'est-à-dire que celui, pas d'exacerbation, contrôle parfait, pas de prise de corticoïdes oraux, et puis des critères mineurs, la réduction de l'exacerbation, le contrôle de l'asthme et surtout l'amélioration de la fonction. Alors, si on a 3 critères au plus, 2 majeurs et un mineur, on est considéré comme étant un super répondeur. Et puis à partir de là, on a sorti une copie-collée, si vous voulez, de ce qu'était la définition du contrôle. Sauf qu'on ne peut pas toucher à la rémission divine, on ne peut toucher qu'au patient. Donc on ne peut pas dire qu'on a une rémission faible, une rémission... La rémission, elle est divine, c'est une valeur absolue. Donc on a positionné ça sur des mauvais répondeurs, des moyens répondeurs et des super répondeurs. Et à chacun, on lui dit, si vous êtes mauvais, on change de biothérapie. Si vous êtes moyen, on ajoute une autre molécule. Et si vous êtes bon, on commence à dégraisser. Et puis dans le chest, on a dit, bon, puisque c'est réalisable, pourquoi ne pas trouver, si vous voulez, une explication pour commencer plus tôt, si vous voulez, cette biothérapie, afin d'avoir une rémission presque mieux assurée que si on faisait ça chez les asthmes sévères. Et puis il y a ce concept-là d'avoir ce qu'on appelle des médicaments qui modifient la maladie. Et ces médicaments-là, pour reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Madame Rachida, c'est des médicaments qui nécessitent un phénotypage qui pourraient, eux, agir pour faciliter, si vous voulez, cette fameuse rémission. Et puis vous voyez un peu que ces médicaments-là ont une action sur la comorbidité. Et puis on a dit que si on donnait ces médicaments-là, qu'on règle la comorbidité, on va accélérer encore plus, si vous voulez, la rémission. Et puis on le sait très bien, quand on soigne le nez, on calme la bronche. Donc si vous avez une polypose nasale, que vous mettez par exemple de l'omalizumab, vous êtes pratiquement plus de chances que si vous ne mettez rien du tout pour avoir la rémission. Et puis si on traite les éléments spécifiques de l'asthme, on va aussi augmenter les chances d'avoir la rémission. Donc vous voyez que la rémission, ce n'est pas uniquement la biothérapie, c'est un ensemble d'éléments qu'on va ajouter et surajouter. Et puis à ce moment-là, on a sorti une courbe en 2022. Alors qu'est-ce qu'elle dit, la courbe? Vous vous rappelez tout à l'heure, en 2011, vous avez dans la courbe la partie basse qui était l'évolution naturelle. Maintenant, vous avez les drug-free remission, c'est-à-dire que vous avez, en plus de l'imprévisibilité naturelle qui va nous emmener vers la rémission, vous avez les drugs, c'est-à-dire les médicaments qui vont nous amener, donc on va augmenter le taux des patients qui pourraient aller vers la rémission. Et quand on regarde maintenant le pourcentage des rémissions par rapport à la biothérapie, vous voyez que les chiffres vont osciller là entre 19 à 43%. C'est-à-dire que si on donne une biothérapie à un patient adapté, on a entre 19 et 43% de chances pour obtenir ce qu'on appelle la rémission. Mais quand on regarde maintenant dans la vie pratique, on va essayer d'analyser ce phénomène. On cache le côté de l'asthme sévère. On va prendre le côté de l'asthme commun. Vous avez du palier 1 au palier 4, 90 patients, des patients qui ont, disons, un asthme commun, je n'aime pas le terme d'asthme banal,
qui vont répondre au traitement standard. On est tout à fait d'accord. Une fois qu'ils prennent convenablement le traitement, généralement, ils sont contrôlés. Maintenant, on va aller de l'autre côté. On va prendre le palier 5, qui est le palier de l'asthme sévère. Il y a 10% des patients qui sont dans des asthmes dits difficiles, répondant à un traitement personnalisé. Vous avez 6% de ces patients qui vont répondre au traitement standard associé à une molécule additionnelle, l'AMA, immunothérapie allergénique, des antileucotriènes. Et vous avez uniquement 4% d'asthme sévère répondant à un traitement ciblé de type biothérapie. Maintenant, je vais revenir au Lancet d'hier. Et sur le Lancet, il y a eu justement une méta-analyse qui va nous éclairer sur le pourcentage des patients qui vont avoir leur rémission. Alors ça, pourquoi c'est un article qui est paru en 2025. C'est un travail impressionnant. Alors, on a 3034 travaux éligibles pour justement étudier la rémission. On a commencé à exclure 1202 parce qu'ils ne répondaient pas. Il restait 1812. On a exclu 1778 qui ne répondaient pas. Il restait 35. On a exclu 9 qui ne répondaient pas. Il ne restait plus que 25 à 28 sur le lot. Quand on a étudié les 25 et 28, vous voyez un peu la courbe d'odd ratio, on a trouvé en fait qu'il y a une moyenne de rémission de 30%. Mais cette moyenne de rémission de 30% sur les 4% d'asthme sévère, ça fait 1,4% de personnes. Tout ça pour ça. Donc vous voyez un peu cette gymnastique de l'esprit pour avoir 1,4% d'asthmatiques qui seraient répondants à une rémission. Si la nature aurait peut-être fait un peu mieux. Alors le nouveau challenge contrôle ou rémission, ce nouveau challenge-là, auquel, ou si vous voulez, défi, est-il trop tôt pour y être convaincu? Moi, pour ma part, je suis convaincu qu'on peut avancer. Mais il faut avancer non pas plus vite que la musique, il faut rester au rythme de la musique. Alors il y a eu cet article-là qui m'a paru intéressant, il était antérieur en 2019. Dans cet article-là, il répond pratiquement à nos questions. Parler de rémission est beaucoup plus complexe que la simple apparence comportementale. C'est parce qu'il va avoir des exacerbations qu'il est forcément en rémission. Parce qu'il n'est pas certainement, parce que peut-être qu'il est en feu doux et qu'il peut reprendre à tout moment. Des recherches futures sont nécessaires et il a répété en anglais. Nous sommes encore à nos premiers balbutiements. Alors maintenant, les questions réelles qui se posent. La définition de la rémission nécessite-t-elle obligatoirement la mesure de l'inflammation? Je pense que c'est capital. On ne peut pas se permettre. L'existence du remodelage des voies respiratoires écarte-t-elle la possibilité de rémission? Alors pourquoi elle va l'écarter? Il y a un moyen, parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'aller faire, si vous voulez, des biopsies, d'aller faire des scanners compliqués pour voir un peu l'épaisseur. Il y a un moyen, c'est, je pense, la réversibilité. Les asthmes réversibles sont, à mon avis, beaucoup plus adaptés que les asthmes sans réversibilité ou à faible réversibilité. L'introduction précoce de la biothérapie modifie-t-elle la trajectoire de l'asthme et renverse-t-elle le destin de la maladie? C'est un grand point d'interrogation. Le ciblage des traitements spécifiques augmente-t-il les chances de l'asthme? On ne le sait pas, mais disons qu'il faudrait faire des travaux dans ce sens. En fait, là je reviens, qui peut le plus, peut le moins. Si véritablement ils vont dans l'asthme sévère pour le transformer, pourquoi ne pas le démarrer tôt, dans des asthmes qui répondraient peut-être à une rémission? Ça, c'est un problème d'argent et un problème d'étude. Et puis, voilà, ça c'est ma réflexion personnelle. Quand je vois cette physiopathologie, qui est simplifiée ici, mais qui est 1 milliard de fois plus complexe dans la nature, elle est simplifiée avec toute cette machinerie cellulaire, cette abondance de substances, ces cytokines, tous ces éléments-là. Je me dis, est-ce que la biothérapie, en fait, auquel on l'accorde, va-t-elle uniquement maîtriser ce processus physiopathologique ou normaliser son déroulement? C'est ça la grande question, pour que nous puissions par la suite, si vous voulez, avoir la prochaine étape qui est la guérison. Bon, l'espoir pour mieux croire. Moi, je pense que je vais conclure quand même sur une note d'espérance importante. C'est le problème du vaccin anti-asthme. Actuellement, il y a ces vaccins anti-asthme. Il semble, ce vaccin anti-asthme, en quelque sorte, apporter des éléments de réponse parce que les travaux qui ont été faits sur les souris sont des travaux qui ont une connotation positive. Les vaccins kinoïdes induisent sur la souris des réponses neutralisantes, puissantes, durables sur les variables inflammatoires. Et c'est là où on veut jouer, en fait, pour favoriser cette rémission. Voilà. Donc je conclus en disant que la rémission dans l'asthme est un objectif thérapeutique ambitieux,
mais ça vaut la peine d'y adhérer actuellement parce qu'il ne faut pas laisser le train passer. Il faut croire dans le progrès. Moi, je voudrais poser la question à la salle à la fin. Est-ce qu'on dit merci pour votre attention ou merci de votre attention? Parce que quelquefois, on dit à quelqu'un « Merci pour m'avoir accompagné et merci de m'avoir donné ». Alors, je vais demander à Bernard de répondre, comme ça, je mettrai l'expression juste. Merci encore. Merci beaucoup, Sally, pour ces réflexions où vous avez donné votre note philosophique habituelle. Et vraiment, ça donne à réfléchir et je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de réflexions de la part de nos confrères. Oui, monsieur. Merci Ali. Ça ne t'étonnera pas parce que nos discussions sur la rémission ont été fréquentes et donc prolongées. C'est vrai que c'est intéressant de remarquer que Hippocrate avait extrait la médecine de la théurgie de l'œuvre divine et que tout d'un coup, avec des nouvelles technologies, on revient à des mots divins. C'est quand même extraordinaire. Oui. Et entre les deux, avec une variable technologique nouvelle, c'est ce que tu as dit, quand est arrivé le mot de contrôle, à ce moment-là, ce n'est pas une terminologie divine qui était là, mais une terminologie de la légalité. Parce qu'il y a le rôle, qui est la loi, et le contre-rôle, on vérifie si la loi est appliquée. Ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire quand on arrive à proposer des solutions thérapeutiques, il faudrait être dans la loi. Et maintenant, il faudrait être dans la croyance. Je pense entre les deux, il y a vraiment le terme qui dit tout, c'est la maîtrise. Le médecin et le patient se rendent maîtres de leur propre thérapeutique d'un côté et de leur propre maîtrise de leur propre maladie de l'autre. Et le deuxième terme associé pour le patient, c'est pas la compliance, qui est un terme complètement farfelu du point de vue physique. Il faut parler de l'observance. J'observe une règle parce que je veux l'observer. Je pense qu'on a retenu le terme de contrôle parce que comme c'est un terme anglo-saxon, on voulait avoir une homogénéisation de l'expression. Comme ça, dans le langage, on sait de quoi on parle. Mais en fait, en français, contrôle, on n'est pas dans un train ou à l'entrée du stade. Hein. On est dans la maîtrise, beaucoup plus dans le contrôle. Alors, merci infiniment pour cette belle présentation. Toujours un plaisir de vous écouter. Et on a assez souvent parlé de la rémission. Et moi, je suis un peu contrariée qu'on associe la rémission à la biothérapie. Il y a des rémissions off-treatment dans la définition, mais elle est un peu occultée. Et comme dans la belle présentation de professeur Hamzaoui, elle a parlé de l'adolescence. Il y a une disparition des fois. Moi, je ne parle pas des adolescents non contrôlés qui ignorent leurs symptômes, mais des fois, il y a réellement une rémission, des fois sans traitement pendant des années. Après, il y a des facteurs qui font que voilà, ça reprend. Et donc, je pense que ça mérite d'être étudié. Oui. Et autre chose, quand vous avez parlé de vaccins, est-ce qu'il ne faut pas justement, c'est des anti-interleukines, donner des biothérapies en amont pour éviter les conséquences de l'asthme sévère, éviter le remodelage? Pourquoi attendre qu'il y ait un asthme sévère, un remodelage pour dire il va falloir freiner? Autant anticiper. Moi, je trouve que aussi c'est une piste à étudier. C'est vrai qu'on réfléchit toujours coût, mais si on démocratise, qu'on prescrit à grande échelle, je pense que les coûts vont baisser, que ça va devenir une thérapie ciblée, une médecine de précision finalement. Oui, je partage ton avis, je partage justement la réponse qu'Agnès avait fournie tout à l'heure pendant la transition de l'adolescence, la puberté et l'hormonologie. Moi, je pense que l'effet de l'hormonologie est un effet très important dans la mesure où en amont, justement, comme tu l'as si bien dit, il y a une modification de la réponse. Parce qu'en fait, nous, de façon générale, dans notre comportement, on est comme dans la rue, quand quelqu'un nous embête, on peut ne pas le regarder passer, comme se bagarrer avec lui. Donc, les asthmatiques ont cette caractéristique, eux, d'être tout le temps en guerre, c'est-à-dire qu'ils sont en réaction, pas en défense. Et peut-être le fait, justement, que l'hormonologie permet de réguler le système de réponse vis-à-vis de l'environnement ou vis-à-vis de l'exposome, ce qui expliquerait qu'on a des rémissions un peu plus longues avec on disait ça avant, la maturité du système de réponse, la maturité immunologique. Mais en fait, ce sont les pistes qu'il faut exploiter, à mon avis, beaucoup plus que les pistes thérapeutiques pour obtenir, si vous voulez, la rémission. Merci beaucoup, c'est Alice, c'était extraordinaire comme d'habitude. Je voulais juste vous poser la question, justement, moi je suis toujours un peu mal à l'aise entre ce terme de rémission et de guérison, parce que quand vous parlez de rémission sur le plan divin, c'est quand même quelque chose qui est censé être définitif, donc qui est censé revenir sur la guérison. Et au fond c'est l'objectif final, c'est d'essayer d'arriver à trouver une solution qui marche aussi sur le remodelage,
puisque ceux qui font les travaux font ça. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait qu'on change de façon de voir? Parce que quand, par exemple, on parle de prévention primaire, on dit toujours que finalement, c'est quand on met plusieurs choses en même temps que ça marche, alors que quand on prend une seule option, ça ne marche pas. Est-ce qu'on ne devrait pas cibler, comme vous l'avez dit maintenant, tout ce qui se passe et qui fait de l'asthme? C'est-à-dire que vous avez, d'accord, certaines cytokines, mais comme vous l'avez dit, il y a une sauce énorme. Et aussi essayer de cibler en même temps les polynucléaires neutrophiles, par exemple, qui jouent un rôle majeur et qu'on ignore, et faire des traitements antiviraux. Et je ne sais pas si ces approches à multifacettes, est-ce qu'elles ne pourraient pas permettre, même si on n'a pas de biothérapie dans les asthmes dits non sévères, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses comme ça, des approches beaucoup plus fortes et beaucoup plus lourdes, mais sur une courte période, en se disant que peut-être ça va marcher, plutôt que se dire je mets un anti-L5 et je vois, après je mets un anti-L4 et je vois, mais tout en même temps, et pas seulement les anticytokines qui sont vraiment très ciblées. Voilà, je vais vous dire, ça c'est la paresse de l'homme. Ce que vous dites correspond à la paresse de l'homme de façon générale. Parce que nous, on a toujours tendance à utiliser et à donner un droit prioritaire à ce que nous avons à notre disposition. Puisqu'à notre disposition quelque chose, on va se dire, si c'est à notre disposition, c'est que ça a été démontré, ça va marcher. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est qu'il faut chercher autre chose et non pas se buter sur quelque chose. Vous savez, on a pris la biothérapie, on va faire autour tout un système pour la consolider, pour pouvoir renforcer cela. Alors que peut-être que la solution dans quelque chose d'autre, comme vous avez dit, qu'il faut contrôler et qui nécessite un travail cérébral quand même beaucoup plus important que d'aller puiser directement sur la chose qui est à votre disposition. Et puis, je disais hier quelque chose qui va un peu choquer la salle. Je disais que les rapports qu'on avait dans la médecine avant, que moi j'ai connu un peu, pas beaucoup, mais qu'on avait un rapport de maître à apprenant. Maintenant, les rapports dans la médecine, c'est des rapports de gens, de l'influenceur au suiveur. Donc nous avons derrière nous des gens qui vous lancent des idées. Vous savez, le monsieur qui a parlé de ça, moi je vais vous dire, le monsieur qui a lancé la rémission dans le groupe d'experts, qui a été lancé en fait pratiquement en 2015, ça a été lancé, le groupe s'est formé, en 2019 il a pendu l'article. Ce monsieur-là, qui est Andrew, il s'appelle, c'est le premier auteur, lui en fait c'est un professeur à l'Imperial College de Londres. Vous savez quelle est sa deuxième fonction? Il est vice-président de la commission médicale d'AstraZeneca. Donc, ça vous donne une idée qu'à côté de ça, vous savez, il y a un investissement, parce que quand même, quoi qu'on dise, nous avons des malades qu'on avait mis sur l'omalizumab, vous avez vu la différence qu'il y a eu. C'est-à-dire que, moi je suis tout à fait d'accord qu'on soit biothérapie pour certaines choses, mais aussi il faut faire des ouvertures à la recherche ailleurs pour pouvoir trouver des portes de sortie beaucoup plus solides, comme tu as dit si bien dit en amont. Mais ça, on le fera, ou on l'a fait, ou c'est peut-être déjà fait, que si on amortit ce qui a été fait. Et ça, vous le savez mieux que moi, vous êtes quand même le premier responsable du comité technique de la DPM. Encore une question? Merci, professeur Benradel, pour votre magnifique présentation, comme d'habitude. Alors moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut phénotyper assez tôt l'asthme, et justement l'asthme léger, et pour pouvoir justement démarrer, comme vous l'avez dit, des biothérapies. Mais je reste un peu réticente concernant ces biothérapies. Pourquoi? Parce qu'il faut penser à être efficient plutôt qu'efficace. Et donc on sait qu'il y a le problème de coût, il y a d'autres problèmes. Mais je me demande, est-ce qu'on peut avoir une rémission alors qu'on sait qu'avec ces biothérapies, l'effet est suspensif? Est-ce qu'à long terme, on pourra arriver à une rémission? C'est ça ma question. Oui, justement, l'effet est suspensif parce que c'est une action anticytokinique. Bon, mais tu as épongé les cytokines, d'accord, pendant un certain temps. Mais si vous voulez, comme l'a dit, la cellule ne va pas arrêter de les sécréter. C'est la question que je me dis. Parce qu'il y a dans l'asthme un phénomène qui n'existe pas dans les autres maladies. Dans l'asthme, il y a une mémoire cellulaire.
une mémoire transmise génétiquement de comportement. Peut-être le fait de contrôler le système, de le maîtriser comme il faut, de le bloquer, on aura peut-être des chances à ce moment-là, par un changement, un choc si vous voulez, psychologique, choc cellulaire, on aura des chances, si vous voulez, d'obtenir une rémission, une normalisation. Peut-être, je dis bien peut-être, mais rien n'est absolument démontré aujourd'hui. Donc quand vous commencez le traitement, moi j'ai dit la priorité c'est la maîtrise, le contrôle. C'est première priorité. La rémission c'est le plus qu'on peut avoir. D'autant plus qu'il y a un élément qui est encore maintenant, qui pose un très très gros problème sur les articles qui sortent sur la biothérapie, c'est le fait qu'il y a des anticorps anti-biothérapie qui s'installent dans l'organisme très rapidement et qui bloquent le système. Donc vous voyez que l'organisme ne va pas rester tranquille quand tu le touches. Il va se trouver toujours la parade. Donc je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que, je vous pose la question, est-ce que les compagnies pharmaceutiques, parce que c'est ça le problème, qui ont mis en place des médicaments de qualité, est-ce qu'eux vont faire des travaux pour démontrer le contraire? Non. Donc, comme a dit Agnès, c'est peut-être à nous de faire les travaux pour pouvoir démontrer que ça a des limites et qu'il ne faut pas avoir de gros espoirs. Voilà. Il faut admettre le progrès, mais limiter, si vous voulez, l'espoir qui peut naître en lui. Voilà. Sally, dans le même sens, est-ce que dans les travaux que vous avez consultés, oui, il y a une durée déterminée du traitement en années ou en mois, ou bien est-ce qu'on se base sur la clinique et sur les autres éléments habituels? La durée, c'est au moins une année. Oui, ça. Au moins une année. C'est pas 5 ans pour commencer à parler de rémission? Voilà. Non, mais eux, ils disent, non, mais une année, et après tu fais ton compte. Mais eux, ils te disent 2 ans, c'est le minimum qu'on peut avoir. Alors, le problème, ce n'est pas celui-ci. C'est quand faut-il arrêter? C'est qu'il n'y a pas actuellement des indicateurs de l'arrêt. Il y a des indicateurs du temps minimal, mais il n'y a pas des indicateurs de l'arrêt. Merci beaucoup, Sally. Merci pour tous nos conférenciers, pour cette belle session. Nous vous invitons à rester dans la salle parce qu'il va y avoir le symposium... Non, il y a un symposium là. Il y a un symposium AstraZeneca qui va être modéré par notre ami Zohaïl Suissi et où Dr Zied Mortamri va nous parler de la place de l'intelligence artificielle dans notre pratique quotidienne.